Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent Joseph Mengele, médecin et bourreau, de Bruno Alioua, lu par Lazare Herson-Macarel. Introduction. J'ai entendu parler de Joseph Mengele pour la première fois à l'occasion d'un voyage à Auschwitz avec l'Union des déportés d'Auschwitz en 1981. Les anciens déportés qui savaient que je commençais mes études de médecine m'ont relaté ces actes criminels dont ils avaient été témoins. Ces hommes et ces femmes conservaient tous le souvenir terrifiant et obsédant de ce médecin SS qui avait la réputation d'être le plus impitoyable et le plus monstrueux du camp d'Auschwitz-Birkenau. Dans leurs témoignages, ils insistaient tous sur sa démesure, son zèle, sa brutalité, mais aussi sa vanité, son raffinement et son attitude soignée. Il restait pour eux, qui avaient connu l'horreur, la figure emblématique du mal absolu, cet ange de la mort, Todesengel, qui avait ôté la vie à tant d'autres déportés. Jusqu'au 30 mai 1943, date à laquelle Mengele fut transféré à Auschwitz en tant que médecin SS, rien dans les 32 premières années de sa vie n'aurait permis de supposer qu'il deviendrait un monstre cruel et sans pitié. La période de 19 mois pendant laquelle il a été affecté dans le camp d'Auschwitz a suscité de nombreuses questions et bien peu de réponses. Comment un jeune médecin promis à un brillant avenir et dont la famille n'avait pas subi les affres de la crise économique de l'Allemagne de Weimar a-t-il pu devenir un nazi convaincu pratiquant la médecine au service d'un régime totalitaire ? Pourquoi a-t-il été affecté comme médecin SS dans le camp d'Auschwitz-Birkenau ? Comment a-t-il pu envoyer vers les chambres à gaz des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sans aucun état d'âme apparent ? Était-il un être cynique sans âme ou un sadique brutal, ou les deux à la fois ? Comment a-t-il pu prendre part activement à des expérimentations horribles sur des êtres alors qu'il était conscient de l'effondrement imminent du régime hitlérien ? Les institutions universitaires allemandes étaient-elles au courant de ces protocoles expérimentaux monstrueux ? Pendant ces 34 années de cavale, Joseph Mengele n'a jamais exprimé de regrets et n'a jamais compris pourquoi il devait se sentir coupable d'avoir voulu se débarrasser de ce qu'il appelait des vies indignes. Dans une conversation avec son fils, Joseph Mengele lui a déclaré « Sur la vie de ma mère, je n'ai jamais fait de mal à personne ». Il n'a jamais cessé de se lamenter amèrement sur sa situation et s'est toujours considéré comme une victime d'un acharnement de la part de la justice allemande, rappelant à plusieurs reprises « Il n'y a pas de juge, seulement des vengeurs ». La cavale de celui qui est considéré comme le plus grand serial killer de l'histoire a fait l'objet d'un nombre incalculable d'articles de journaux à sensation, fourmillant de récits tout aussi incroyables qu'abracadabrants. Comment a-t-il pu échapper aux services secrets israéliens, américains et allemands, ainsi qu'à tous les chasseurs de criminels nazis ? A-t-il bénéficié de l'aide d'un réseau nazi en Amérique du Sud ? Quel a été le rôle de sa famille, richissime propriétaire d'une entreprise de vente de matériel agricole particulièrement prospère en Allemagne ? Dans quelle mesure une omerta s'est-elle établie sur le sort de Mengele dans sa ville natale de Günzburg, comme l'avait remarquablement montré Claude Lanzmann dans un documentaire réalisé le 5 juillet 1979 devant l'usine familiale. Les premiers éléments de réponse ont été obtenus après l'annonce de la découverte du cadavre de Joseph Mengele le 6 juin 1985 dans le cimetière Nossa Senhora do Rosário d'Embu das Artes, au Brésil, où il avait été enterré dans la hâte 6 ans auparavant, après s'être noyé sur la plage d'Enseada de Bertioga, le 6 février 1979. Cette nouvelle a été accueillie dans le monde entier avec soulagement, certes, mais aussi avec l'amère déception que justice n'ait pas été rendue. Nombreux sont ceux qui, comme moi, se sont retrouvés frustrés devant son impunité et ont regretté qu'il n'ait pas pu être arrêté vivant, puis jugé. Cela aurait été l'occasion de l'entendre s'exprimer sur l'étendue de ses crimes face à une cour de justice,
de mieux comprendre les ressorts complexes et sinueux de sa personnalité. Il a fallu attendre un peu moins d'une décennie après la mort de Joseph Mengele pour reconstituer les 34 années qui ont suivi sa fuite du camp d'Auschwitz. Personne parmi les criminels de guerre nazis n'a fait l'objet d'autant de fake news et de gros titres dans les journaux du monde entier, et des pans entiers de son existence restent aujourd'hui obscurs. L'ange de la mort n'a pas terminé sa vie dans une forteresse de la forêt amazonienne protégée par une garde prétorienne armée, mais tout seul, dans la précarité, habitant une masure miteuse de la banlieue pauvre de Sao Paulo, vivant jour et nuit dans la crainte d'être kidnappé par le Mossad. Le médecin SS arrogant et sûr de lui est devenu au fil du temps un vieil homme aigri et solitaire, torturé par des maux douloureux et rongé par la peur. Depuis près de 35 ans, d'excellentes biographies de Mengele ont été publiées, notamment celles d'Ulrich Völklein, de Gerald L. Posner et John Ware, et de David G. Marwell. Ces 3 biographies, très bien documentées, jamais traduites en français, comportent des extraits des mémoires que Joseph Mengele a écrits entre 1960 et la fin des années 1970. Dans les 500 pages de cette autobiographie rédigée avec soin, Joseph Mengele utilise le pseudonyme d'Andreas pour parler de lui, comme s'il voulait prendre du recul. Le médecin SS évoque son enfance et sa jeunesse, ainsi que ses premiers semestres d'études à Munich et Bonn, puis, après une interruption de 13 ans, il reprend en 1945 l'histoire de sa fuite à travers l'Europe d'après-guerre et jusqu'en Amérique du Sud. Il y relate avec beaucoup de détails ses problèmes de santé, ses états d'âme et ses relations conflictuelles avec son entourage. Olivier Guèze s'est remarquablement inspiré de certains passages des mémoires de Mengele pour tenter de cerner ce criminel de guerre nazi dans son excellent roman qui lui fait décrocher le prix Renaudot en 2017. J'ai voulu moi aussi lire ce journal écrit par ce vieil homme irascible, ressassant en permanence son aigreur et son humiliation de devoir vivre clandestinement. Son fils Rolf aurait rapporté les feuillets de ses écrits en Allemagne, après s'être rendu au Brésil pour vider les affaires de son père. J'ai longtemps cherché à retrouver ces fameuses mémoires, mais personne ne savait où elles se trouvaient depuis que le fils d'un survivant de l'Holocauste, un juif ultra-orthodoxe qui souhaitait rester anonyme, avait fait leur acquisition le 21 juillet 2011, lors d'une vente aux enchères, pour la somme de 245 000 $. Cette vente avait été organisée par Alexander Autographs, un établissement spécialisé dans les manuscrits historiques à Stamford, Connecticut. Le lot numéro 4 indiquait laconiquement « Prise dans son intégralité et lue avec attention et analyse, cette archive, dont la grande majorité n'a jamais été publiée ou même visionnée, offre une vue en profondeur de l'esprit le plus cruel du XXe siècle. » À la suite de recherches intensives, j'ai fini par retrouver leurs traces à la bibliothèque Wiener de Londres, qui en conservait des extraits. Certains passages étaient en latin ou en grec, et un code spécial avait été utilisé pour dissimuler l'identité de ses parents ou amis proches. La lecture de ces mémoires m'a incité à entreprendre ma propre enquête sur le personnage, cela après m'être longuement interrogé sur ma démarche. Je redoutais la position de voyeuriste que pouvait impliquer la recherche de détails sur la vie de cet horrible personnage. Mais j'ai considéré qu'il était important d'écrire cet ouvrage afin que les futures générations puissent comprendre comment un médecin ordinaire avait pu devenir un criminel monstrueux dans ce qui fut, selon les mots d'Annette Vivorka, le plus grand cimetière du monde, où 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été assassinés, leurs corps réduits en cendres, et qui a aussi été, et de très loin, le camp nazi le plus peuplé. Mengele serait probablement devenu un prestigieux professeur dans une université allemande, comme ses collègues de l'Institut du Troisième Reich pour l'hérédité, la biologie et la pureté raciale de Francfort, Ferdinand Clausen, Heinrich Schade et Hans Grebe, si une guerre mondiale n'avait pas éclaté ou du moins si la victoire était revenue à l'Allemagne. L'ambition, le cynisme et l'absence de toute déontologie médicale l'ont amené à vouloir prendre des raccourcis, profitant du contexte de guerre pour faire avancer sa carrière plus rapidement que ses collègues. Sans scrupule, il se servit du vivier d'hommes, de femmes et d'enfants mis à sa disposition de manière illimitée dans le camp d'Auschwitz-Birkenau pour satisfaire sa soif de réussite. Pour écrire ce livre, j'ai passé 3 longues années à assembler patiemment et minutieusement, un par un,
les différents éléments manquants afin de reconstituer le puzzle de la vie du plus grand criminel de guerre nazi. Je me suis appuyé sur des témoignages et des documents inédits. Je me suis rendu dans les lieux où il a vécu, où il a étudié, où il a été affecté, où il s'est caché et où il a trouvé la mort. J'ai parcouru les rues de Günzburg, de Munich et de Francfort. Je me suis rendu dans les maisons dans lesquelles il a vécu à Riedering, à Buenos Aires, à Serra Negra, à Santa Lucia et à Sao Paulo. À la fin de la rédaction de cet ouvrage, après avoir erré sur la plage de Bertioga, lieu de son décès, j'ai ressenti le besoin de clore cette étude en allant voir le crâne de cet homme dont j'ai étudié chacun des faits et gestes pendant plusieurs années. Je savais qu'il se trouvait dans le département de médecine légale de la faculté de médecine de l'université de Sao Paulo, dirigé par le professeur Daniel Romero Munoz, qui avait expliqué, non sans humour, qu'au moins en tant qu'homme mort, Mengele rendait service à la science. Une fois sur place, j'ai compris que l'on ne m'autoriserait malheureusement pas à observer ce qui abritait autrefois le cerveau du tortionnaire. Selon le professeur Daniel Romero Munoz, son crâne est plus plat que celui d'un caucasien et correspond à la forme du crâne des Asiatiques. Toujours d'après lui, Mengele descendait apparemment des Huns. Cette dernière constatation d'ordre anthropologique m'a conduit à me poser une question qui, à l'heure où je rédige les dernières lignes de ce livre, demeure sans réponse. Joseph Mengele, le plus cruel des bourreaux d'Hitler, serait-il un descendant direct d'Attila, surnommé le fléau de Dieu ?